Alors, bonjour tout le monde. Donc, je pense qu'on commence. On commence notre après-midi avec nos invités. Et, donc, bonjour tout le monde. Bonjour, chers membres de la SMEX. Bonjour, nos invités. Aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement de la SMEX, des exportateurs, dans le cadre de la commission financement, assurance et veille, nous, comme nous accompagnons des membres dans pas mal de sujets qui intéressent et qui suscitent l'intérêt des exportateurs, nous allons traiter un sujet intéressant, un sujet d'actualité vu la conjoncture. Nous allons aujourd'hui essayer de traiter le sujet relatif à la gestion des créances. Comme nous savons, pour certaines entreprises, ça a été exprimé les mois derniers, des problèmes problèmes avec des clients, de problèmes de créances, problèmes d'impayés. Donc, il est intéressant et important de savoir quelle est la démarche à entamer et surtout pouvoir gérer les coûts relatifs à ces démarches de recouvrement à l'international. Donc, nous allons aujourd'hui avoir l'honneur d'accueillir avec nous Omni Bridgeway, une multinationale de nationalité australienne dont le siège social est basé en Australie et dans le bureau aussi, le bureau qui coiffe l'Europe et l'Afrique, il est basé à Amsterdam. Ce cabinet, cette entreprise aujourd'hui vont nous présenter euh, leurs services par rapport au financement de la créance et le recouvrement. Donc, on aimerait bien déjà s'entendre sur financement. Donc, c'est pas financement de l'activité export ou un outil de financement, mais ça va être lié spécialement à l'activité de recouvrement. Donc, je souhaite que la présentation va se dérouler comme suite. On souhaite le bienvenue à Madame Nevana, qui est avocate de formation et spécialisée dans le contentieux, et Monsieur Mehdi Zaichi, qui est chargé du programme de recouvrement en Afrique et Proche-Orient. Euh, Ils vont présenter leur société, on est Bridge. Après, ils vont présenter les détails. Donc, la présentation va durer 15 à 20 minutes. Après, on aura une séance questions-réponses. Donc, nous invitons tous les membres ici présents, bien sûr, de noter et de poser toutes les questions et essayer de profiter au maximum pour répondre à des questions relatives à ce sujet très intéressant. Alors, on souhaite bienvenue à nos invités, nos chers invités, et on vous donne la parole. Voilà, c'est Mehdi. Donc, il va commencer par une brève présentation. Donc, et Madame Nevana va enchaîner pour expliquer les outils et les outils proposés aujourd'hui. Donc, bienvenue. Bon, voilà, c'est à vous maintenant. Merci. Merci, Sikatiel. Bienvenue à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire, cette présentation. Donc, moi, je vais brièvement démarrer par expliquer voilà, qui nous sommes ainsi que notre track record. Et puis par la suite, voilà, Nevena reprendra voilà, en expliquant plus ce qu'on veut dire par voilà, financement de litige et financement de l'exécution financement du recouvrement, je dirais, de créances. Après, on pourra, vers la fin de la présentation, voir quels sont les différents modes de collaboration qu'on a avec nos clients et quel type de créances nous intéresse. Donc, voilà, par rapport à Omni Bridgeway, donc nous sommes communément appelés dans le monde anglo-saxon Litigation Funder and Claims Manager. En d'autres termes, nous agissons en tant que société d'investissement ou fonds d'investissement qui va assister des clients. Ça peut être voilà, des sociétés commerciales, ça peut être des gouvernements, des institutions financières ou même des individus dans le financement et la gestion, que ce soit d'un litige commercial ou autre, ou dans le recouvrement d'une créance difficile à récupérer, un peu complexe,
soit parce que les actifs, voilà, soit que le client a du mal à identifier certains actifs du débiteur auprès desquels il peut, voilà, réaliser son exercice d'exécution, je dirais, ou son travail d'exécution, ou soit que la créance a, je dirais, un aspect cross-border, impliquant une potentielle exécution dans un potentiel recouvrement dans plusieurs pays. Et voilà, c'est là en gros où nous intervenons. On a aussi voilà, un volet qu'on appelle monétisation de créances. C'est ce qu'on verra voilà, à la fin de la présentation. Et c'est, je dirais, un plus qui permet aux entreprises soit de céder, de céder leurs créances, soit d'avoir une sorte d'avance sur récupération future. Euh, donc nous avons, pour ce faire, euh, plusieurs choses, pas que le capital. Donc on a bien sûr le capital, donc on gère des fonds auprès d'investisseurs institutionnels d'à peu près 2 milliards de dollars, donc qui sont implémentés partout dans le monde. Parce on a 18 bureaux dans le monde. Moi, je fais partie de l'équipe et de la région Europe, Middle East, Africa. Mais on est très présent de par voilà, la nature, je dirais, du business où nous sommes très présents dans les pays anglo-saxons qui sont, voilà, je dirais essentiellement l'Australie, un peu l'Asie, US et Angleterre. Donc notre société a été créée dans les années 80, ouais, je dirais fin des années 80, en 1986, et depuis on a réalisé un peu plus de 1000 investissements voilà, que ce soit sur une créance unique ou sur un portefeuille de créances, avec un taux de réussite assez élevé de 84%. Ça veut pas forcément dire qu'on est, je dirais, excellent. Bon, c'est un fait. Je dirais qu'on est bon dans ce qu'on fait, mais là où on est, je dirais, très regardant, c'est dans la phase due diligence, c'est dans la phase de sélection de dossiers pour lesquels ou sur lesquels on va intervenir. Il y a un travail tellement rigoureux que vraiment, lorsqu'on signe une créance, on sait pertinemment bien qu'on va, voilà, un jour ou l'autre finir par la récupérer. Et c'est un bon exercice aussi pour le client. Ça lui permet de savoir dans quelle mesure sa créance est, voilà, est intéressante ou pas. Euh, donc juste voilà, pour finir brièvement, donc ça, je partage avec vous en fait une carte où en, en couleur or, grosso modo, les pays où on a travaillé. Euh, les pays de la couleur or ne veut pas forcément dire pays de domiciliation des clients. Ça veut essentiellement dire c'est des pays où nous sommes intervenus contre des débiteurs pour des clients qui sont soit de domiciliés dans le même pays ou autre. Donc voilà, vous pouvez voir en Afrique par exemple, on a couvert quand même une grande partie du territoire et voilà, on travaille aujourd'hui sur, je dirais, sur développer l'expérience dans les autres pays. Livena, je te laisse la parole pour la suite et voilà, je reprendrai pour aller plus dans le détail dans le type de créance qu'on regarde ainsi que les business models. Ouais, Émilie. Alors, pour Pardon, expliquer, juste, excusez-moi, Madame Nevana, juste oui, pour noter que les invités, donc s'ils ont des questions, qu'ils les posent directement. Vous avez une icône de chat, donc vous posez votre question au fur et à mesure, et à la fin, on pourra collecter ces questions, parce qu'il y a des questions qui peuvent venir au fur et à mesure de la présentation. Voilà, merci beaucoup. merci. Euh, comme Mehdi l'a déjà expliqué, notre activité est focalisée sur le financement de litiges que des entreprises pourraient avoir contre des débiteurs récalcitrants. Nous faisons grosso modo deux types d'investissements. Nous investissons à la fois sur des litiges qui sont en cours, enfin, dans lesquels, par exemple, vous avez un contrat, vous avez fourni une prestation, votre co-contractant ne vous a pas réglé. Et vous savez que les négociations, vous avez essayé des négociations, ça n'a rien donné. Donc, la seule solution, ça serait que vous engagiez une procédure contentieuse, que ce soit un arbitrage ou un contentieux euh, devant les juridictions compétentes et vous n'avez pas forcément
l'envie ou la possibilité de financer cette procédure, puisque parfois les arbitrages, par exemple, sont des procédures très coûteuses. Euh, ou bien vous avez la trésorerie, mais vous ne souhaitez pas l'employer pour ça. Là, sur ce slide, on vous montre qu'effectivement, il est vrai que pour un département juridique dans une entreprise ou pour une entreprise tout court, mobiliser la trésorerie pour des contentieux, ce n'est jamais quelque chose que les entrepreneurs ou les sociétés, les directeurs juridiques aiment beaucoup faire. Donc, nous proposons de vous assister dans cela. Ça veut dire que si on estime que votre créance est potentiellement intéressante puisqu'elle est recouvrable, quelle que soit sa complexité, nous pouvons vous assister dans ce contentieux en finançant les frais d'arbitrage, les frais d'avocat, etc., pour arriver jusqu'à une condamnation de votre débiteur à vous régler la somme qui vous est due. Et ça permet à l'entreprise de ne pas utiliser sa trésorerie pour des frais d'avocat, sachant que nous avons un principe dont Mehdi parlera plus tard, hein, qui est très important, c'est-à-dire que nous finançons intégralement les frais d'avocat. Nous ne vous demanderons jamais de les rembourser, c'est-à-dire que nous, si on estime que votre dossier est viable, on va financer et on sera payé qu'à la fin de la procédure, lorsque vous-même, vous serez réglé par le débiteur. Nous ferons rembourser ces coûts que nous avons avancés pour vous sur les montants recouvrés. Donc, en réalité, pour les entreprises, ça leur permet de réduire complètement les risques qui sont associés toujours à un contentieux, puisqu'au final, vous ne savez jamais à 100% si vous allez gagner. Ça vous permet de libérer effectivement votre trésorerie pour l'employer pour autre chose, pour quelque chose d'utile qui crée vraiment de la valeur par votre savoir-faire dans votre domaine d'activité. Notre force également, c'est que nous avons, nous comme Mehdi l'a dit, nous sommes dans ce domaine depuis de très nombreuses années, depuis les années 80. Et donc, nous bénéficions d'un réseau de professionnels très étendu dans la plupart des juridictions existantes dans le monde. Et nous pouvons aussi, ce qui est important dans le cadre du financement de litige, c'est que nous pouvons vous aiguiller, enfin faire ensemble avec le client le choix de conseils qui vont être pertinents pour la solution de votre litige, qui vont pouvoir vous défendre comme il se doit. Choisir des experts également qui vont pouvoir apporter de leur connaissance pour expliquer votre situation ou pour estimer votre dommage, etc. Et cela va augmenter les chances de succès de votre dossier. Donc, nous avons à la fois un savoir-faire. Ce qu'il faut savoir que, comme cela a été marqué en début de présentation, je suis une ancienne avocate et la plupart de mes collègues sont des anciens avocats. Donc, nous avions tous beaucoup pratiqué le contentieux international à l'arbitrage. Et donc, nous avons des connaissances encore dans ce milieu. Et ça nous permet aussi d'apprécier la valeur d'un dossier et ses chances de succès. Si tu peux passer peut-être au slide suivant, Mehdi. Donc là, on vous a mis un petit étude de dossier. Par exemple, là, c'était sur une affaire. Donc c'est une affaire que nous avons effectivement traitée, qui était à Singapour. Donc il y avait pour un client 2 arbitrages internationaux. Comme vous voyez, les frais d'arbitrage, là en l'espèce, c'est toujours au minimum toujours 1 million d'euros. Donc là, c'était 6 millions d'euros pour les 2 procédures. Donc nous avons proposé aux clients de prendre ces dossiers en main, de financer les frais. Puisque au final, les sommes que le client devait récupérer étaient de 30 millions et de 120 millions de dollars. Nous avions convenu que nous serions indemnisés sur ce qu'on appelle un success fee, sur ce qui sera recouvré, qui sera partagé entre le client et nous-mêmes à 50-50. Cela permet au client
d'être rassuré sur la gestion de son litige, de ne pas perdre de la trésorerie dessus. Et l'avantage aussi ce que Mehdi expliquera en fin de présentation, vous pouvez aussi avoir plusieurs créances qui ne sont pas honorées. Nous faisons ce qu'on appelle un financement de portefeuille de litige, en réalité de portefeuille de dossier, puisque ça permet même pour le client, c'est plus intéressant, ça permet de combiner les risques et les risques et à la fois pour nous de combiner les coûts. Donc, cela peut permettre aussi d'avoir une meilleure proposition commerciale pour le client. Et également, pour nous, ça nous permet de prendre moins de risques sur la résolution du dossier. Si tu peux passer au slide suivant. Voilà, là, c'était un autre exemple voilà, pour un autre arbitrage pour des sociétés qui étaient anglo-saxonnes. Donc, un arbitrage à Londres et un autre à Singapour. Et donc, sur lequel nous avons également financé la procédure. Et cela a permis aussi au client de poursuivre ses objectifs et de ne pas mobiliser sa trésorerie pour ses litiges, mais de l'utiliser par exemple pour pouvoir faire des levées de fonds pour autre chose, notamment pour pouvoir s'introduire en bourse. Et donc, ça a été un choix judicieux pour ce client de faire appel à nos services. Et donc là, je vais vous parler de l'autre activité que nous faisons, qui est, je dirais, donc il y a cette activité où nous finançons votre procédure en amont, c'est-à-dire jusqu'à ce que, dès le départ, en réalité, dès que vous avez l'impayé, nous pouvons financer jusqu'à ce qu'il y ait un tribunal qui condamne votre débiteur. Et l'autre volet, qui est le volet historique d'Omni Bridgeway, dans lequel nous étions spécialisés avant même d'avoir fusionné avec la société australienne avec laquelle nous avons fusionné l'année dernière, parce qu'à l'origine, Omni Bridgeway est une entreprise vraiment néerlandaise qui était spécialisée sur l'Europe et sur l'exécution de décisions. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est l'autre aspect, donc le financement et l'exécution à l'eurocouvrement. En réalité, vous avez peut-être déjà dans vos tablettes des décisions de justice. Enfin, ça peut être des sentences arbitrales, des jugements marocains ou français ou autres, peu importe le pays, où un débiteur a été condamné à vous régler des sommes, mais vous ne l'avez jamais exécuté. Parce que, par exemple, votre débiteur est très difficile, ou bien c'est un débiteur qui est un État étranger ou apparenté, une société publique étrangère, vous savez que c'est très difficile, qu'il ne veut pas payer, ou bien parce que vous savez que votre débiteur a des actifs, mais par exemple aux États-Unis où c'est très cher de faire des procédures judiciaires, les frais d'avocat coûtent cher, et vous ne savez donc pas comment exécuter cette décision. Donc, de l'argent vous est dû, effectivement dans votre comptabilité, ça apparaît mais comme une créance, mais concrètement, vous n'arrivez pas à transformer cela en de la valeur. Eh bien, nous sommes spécialisés historiquement dans le recouvrement et dans l'exécution. Comme je vous l'ai dit, par le biais du savoir-faire de notre équipe, puisque nous sommes essentiellement des anciens avocats. Nous sommes aussi très spécialisés dans le recouvrement de créances contre des entités souveraines. Même dans des juridictions très difficiles, nous avons l'expérience avec beaucoup de pays en Afrique notamment, ou bien dans le Moyen-Orient. Donc, par exemple, nous avons eu historiquement beaucoup de dossiers contre l'Irak, où le débiteur était l'Irak ou des entités irakiennes. Bien évidemment, nous n'allons pas faire de l'exécution en Irak, mais il se trouve que souvent, et c'est aussi le cas pour le continent africain, je pense, beaucoup de ces débiteurs ont des actifs dans d'autres pays, comme par exemple la France. Nous cherchons là où il y a des actifs, nous mettons en place une stratégie et nous essayons d'exécuter la décision en déjouant différents obstacles, notamment juridiques, qui peuvent causer problème contre des États notamment. Et un des avantages que nous avons vraiment par rapport à d'autres sociétés du même type qui proposent des services qui ressemblent aux nôtres, c'est que nous avons une équipe de 5-6 personnes qui sont des enquêteurs, qui sont capables donc qui ne sont pas du tout juristes pour le coup, qui sont capables de faire vraiment des recherches d'actifs assez poussées. Et nous faisons ce travail en amont
lorsque nous estimons qu'un dossier mérite d'être retenu, c'est que nous avons identifié les actifs que nous sommes susceptibles de saisir et nous pensons que votre dossier, votre créance pourra effectivement être recouvrée dans différentes juridictions. Et nous agissons souvent dans ces dossiers d'exécution dans plusieurs juridictions en même temps. Afin de mettre un maximum de pression sur le débiteur pour qu'il transige. Bon, le but n'étant pas d'aller jusqu'au bout de la procédure, si c'est possible de l'éviter, mais toujours de transiger, puisque par définition, nous allons prendre des dossiers d'exécution, non pas contre des débiteurs insolvables, mais des débiteurs récalcitrants, donc qui ont les moyens de vous payer, mais qui n'ont pas la volonté de vous payer. Et donc, ils peuvent tout à fait transiger à un moment donné s'ils se sentent coincés de la part de la pression que nous allons mettre, qui peut être non seulement juridique, mais aussi diplomatique, par exemple, si nous avons des adversaires État, qui peut être de toutes sortes, qui peut être une pression sur la réputation de votre adversaire. Ça peut être des tas de choses que nous allons mettre en place avec les différentes équipes de juristes ou communicants pour essayer de mettre un maximum de pression sur vos débiteurs pour régler. Voilà. Donc, est-ce que tu peux passer à un autre slide? Donc, voilà, ça, je n'ai déjà parlé. Donc là, il y a aussi des cas d'exemples que nous avions mis. Donc là, il y avait un État asiatique qui avait fait appel, parce que parfois, ça peut être aussi des États qui font appel à nos services qui sont confrontés avec des débiteurs récalcitrants. Donc, dans ce cas-là, nous avions réussi à exécuter une décision contre la République des Philippines, ce qui a permis de récupérer 100% des sommes recouvrées, des sommes dues à nos clients. Et le slide suivant. Voilà. Et donc là, c'est un cas d'une exécution d'une décision qui bénéficiait à une entreprise spécialisée dans la fourniture d'énergie. Ça, c'est le cas assez classique des entreprises qui fournissent de l'énergie ou ce genre de services des États en Afrique qui ne sont pas réglés à un moment donné parce qu'il y a un changement de gouvernement, pour différentes raisons. Et donc là, nous avions aidé notre client puisque l'État avait déclaré qu'il n'avait aucune intention de le payer. Lorsque nous sommes arrivés dans le dossier, nous avons aidé le client à se protéger vis-à-vis de l'État, de l'influence qu'il avait, parce que parfois, vous pouvez être, enfin, vous ou le client peut être implanté dans le même État, dans le même pays que celui qui ne le règle pas, par exemple. Donc là, l'État exerce différents types de pression, même en allant jusqu'à vous mettre en liquidation judiciaire pour des prétendus impôts non réglés. Donc là, nous avions aidé le client pour qu'il se protège de l'État. Nous avons obtenu la reconnaissance du jugement qui était dans lequel l'argent avait été, l'État avait été condamné à payer de l'argent à notre client dans différentes juridictions qui, elles sont dans lesquelles les juridictions sont indépendantes, donc il n'y a pas de problème d'influence de l'État. Nous avons identifié les actifs et en faisant cette pression multijuridictionnelle sur l'État étranger en question, nous avons fini par obtenir le règlement des créances, y compris des intérêts. Parfois, il faut pas être trop. Alors, les créances anciennes, ça ne nous intéresse souvent pas parce que ça peut être prescrit. Mais parfois, c'est bien dans les créances anciennes aussi parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui s'accumulent. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas payé pendant très longtemps, mais au final, lorsqu'on ajoute les intérêts, le montant à récupérer peut être assez significatif. Donc, parfois, c'est pas très dramatique si votre créance n'est pas très, très récente. Voilà. Là, je laisse la parole à Mehdi qui va vous expliquer en pratique exactement comment nous fonctionnons et quelles sont les propositions commerciales que nous pouvons faire à nos clients. Parfait, merci Nevena. C'était très intéressant. Donc moi, je veux juste récapituler sur le type de créance qu'on regarde et après on ira sur le business model et comment est-ce qu'on travaille voilà, lorsqu'une des créances nous est présentée. Donc nous nous intéressons, voilà, comme Nevena l'a bien présenté, donc tout type de contentieux commercial. Nous faisons aussi, ce qui nous intéresse pas mal, c'est les arbitrages, y compris voilà, dans le cadre de traités bilatéraux d'investissement.
Ce qui nous intéresse également, c'est les litiges judiciaires, qu'ils soient locaux ou transfrontaliers. Euh, des fois, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il y a un litige, donc il faut démarrer les procédures judiciaires dans un pays qui n'est pas forcément celui où les actifs se trouvent. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qu'on aime bien et donc on a un savoir-faire voilà, assez important et une expertise certaine dans l'exportation de jugements dans d'autres pays. On travaille, bon, bien évidemment, dans les litiges multiparties et dans les cas d'insolvabilité. Ça, ça, c'est pas trop dans nos pays. Ça, c'est essentiellement dans les pays, je dirais, anglo-saxons. On travaille également dans des, je dirais, litiges individuels, que ce soit des divorces extra high value ou autres. Tant qu'il y a voilà, un jugement un potentiel de monétisation par la suite. Et donc nous, ce que nous regardons, c'est voilà, que ce soit une créance unique ou un portefeuille de créances qui a été accumulé par un client sur plusieurs voilà, plusieurs de ses débiteurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et on aime aussi, voilà, on pourrait travailler sur des créances pour lesquelles les procédures judiciaires n'ont pas encore démarré ou on peut prendre le relais voilà, lorsque les procédures judiciaires ont déjà été entamées. Ça, c'est vraiment, ça ne nous pose aucun souci. Ce qui est important à noter là-dessus, c'est que nous ne nous substituons absolument pas à l'avocat. Donc, c'est l'avocat qui est, voilà, qui a uniquement, je dirais, le droit d'ester en justice. Nous, ce que nous faisons, c'est, voilà, on ramène un capital, plus un savoir-faire et un pilotage des opérations, qu'elles soient et des avocats, que les procédures soient locales ou également quand on a, voilà, jonglé avec plusieurs procédures et plusieurs avocats dans des pays différents. Pour ce qui est des différents modes de collaboration, donc là, je vous ai mis un peu les extrêmes, mais on a aussi un mode hybride. Donc là, je dirais le premier mode, c'est que ce soit Omni ou tout autre fonds d'investissement qui opère dans le même secteur. Donc on opère en tant que, je dirais, prestataire de service, où nous allons d'abord, voilà, une fois qu'on est mandaté, on prend en charge le financement et la gestion de toutes les procédures judiciaires, qu'elles soient procédures en cours ou c'est-à-dire financement de litige ou la partie 2 qui est le financement et la gestion de l'exécution. Et donc on commence le travail dessus et on est rémunéré uniquement lorsqu'il y a récupération. L'autre extrême étant l'acquisition des créances. Ça, on le fait assez souvent lorsque le client est une institution financière. Il y a énormément de freins dans certains pays d'un point de vue réglementaire qui permettent pas de vendre tout simplement une créance et permettent au client de la sortir de son bilan. Mais on a aussi, pour les corporates, on a, je dirais, un business model hybride, un peu entre les deux, où on agit en tant que prestataire de services, c'est-à-dire que qu'on vient prendre en charge d'un point de vue financier, mais aussi management, toute la procédure et toute la créance. Mais en plus de cela, on fournit voilà, ce qu'on appelle des avances sur récupération future qui peuvent permettre aux clients de transformer, si je puis dire, ces créances complexes, ces créances irrécouvrables, en actifs carrément et en trésorerie. Ce qui est intéressant à signaler là-dessus, c'est que donc, nous avons construit tous les modes de collaboration et tous nos services comme étant zéro risque pour le client. Euh, C'est-à-dire que déjà et je reviendrai là-dessus par la suite, donc lorsqu'un dossier nous est transmis et dans le cadre de la due diligence initiale, on est amené d'habitude à avoir voilà à avoir des débours, que ce soit en financement de certaines voilà, missions d'investigation qu'on peut avoir dans certains pays ou financer potentiellement une legal opinion ou deux. Et donc, dans ce cas, ça, c'est jamais remboursé par le client. Donc, une fois qu'on est mandaté, on finance tout ce qu'il y a à financer. Et si jamais il y a zéro récupération, c'est totalement non-recourse, sans recours pour le client. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais à nous rembourser. Bien sûr, c'est recourse lorsqu'il y a récupération.
Ça, c'est juste un schéma pour reprendre ce qu'on fait, mais essentiellement juste pour mettre l'accent sur le fait que, essentiellement dans le business model, je dirais, où on est prestataire de service et ou le business model hybride, où on est voilà, prestataire de service avec des avances pour le client. Nous ne nous substituons pas au client, c'est toujours le créancier qui mandate son avocat. Et voilà, on essaie de se mettre toujours d'accord avec le créancier pour prendre l'avocat qu'il faut, qui a le plus d'expérience dans son type d'affaires. Et donc on travaille, voilà, nous on paye toutes les factures d'avocat, toutes les factures qu'il faut, plus on le gère. Et voilà, s'il y a récupération, donc on prend notre commission et le créancier récupère ce qui reste, quoi, son dû après paiement de nos commissions. Voilà, la petite flèche en haut, c'est si jamais, donc dans le cas hybride, il y a eu accord pour qu'on fournisse une avance au client. Ça, c'est donné également et c'est totalement non-recourse et c'est donné généralement à la signature du mandat. Euh, Ça, c'est juste une dernière slide pour aller, je dirais, voir comment nous travaillons lorsqu'une créance nous est transmise. Donc, il y a d'abord une première phase qui est la due deal initiale. Donc, cette due deal initiale, on la démarre après signature d'une convention de confidentialité avec le client pour, voilà, pour lui permettre d'être, je dirais, assez tranquille dans le cadre du partage d'informations avec nous. Et donc, dans cette due deal initiale, on regarde deux aspects très importants. On s'intéresse d'abord, je dirais en step one, à la qualité du débiteur. On regarde, je veux dire, de quelle nature il est, où est-ce qu'on peut trouver des actifs, est-ce qu'ils sont dans les juridictions locales ou à l'international. Et une fois qu'on a global picture, si je puis dire, sur la qualité des actifs et la qualité du débiteur, là, il y a l'aspect, la partie judiciaire qui démarre ou juridique qui démarre, où on sait qu'on a peut-être un début de procédure judiciaire ou des procédures judiciaires à faire, ou on a même un jugement ou une sentence arbitrale d'une certaine date. Et on essaie de voir ce qu'on peut faire avec le titre juridique qu'on a dans les juridictions où les actifs sont. Donc une fois qu'on a procédé à cette première due deal, on revient vers le client si l'outcome est intéressant pour voilà, lui envoyer un term sheet qui contient voilà, les termes initiaux, je dirais, du mandat final, plus, je dirais, essentiellement pour se mettre d'accord sur les termes financiers. Ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est que la due deal initiale, donc l'étape 1, elle permet aux clients, comme c'est sans risque, c'est-à-dire sans débours ni rien du tout de la part des clients, ça leur permet justement de faire un exercice euh, d'identification d'actifs qui sont toujours d'identification pardon de créances qui sont toujours intéressantes parce que voilà ce qu'on voit c'est que les clients ont une multitude de créances qui sont difficilement récupérables, mais il y a certaines qui sont totalement carbonisées et il y a d'autres qui sont aux yeux de clients potentiellement carbonisés, mais où nous, on arrive à toujours sortir de la valeur. C'est soit que le débiteur voilà, déménagé, il est ailleurs, il a des actifs qui n'ont jamais été déclarés ou jamais été connus par le créancier dans différents pays, ou même dans le pays, mais qui ont été un peu bien, je dirais, cachés, etc. On arrive à identifier ces choses-là. Et donc, une fois que l'étape 1 et 2 ont fini et qu'on se met d'accord sur le term sheet, on refait donc une due deal complémentaire où on revoit, je dirais, on analyse des documents et on confirme que voilà, il y a absolument aucun souci de validité de la créance. Et c'est là où on signe un mandat avec le client et on démarre live le travail, que ce soit financement du litige en cours ou du processus de récupération ou même, je dirais, la partie voilà, monétisation ou cession de la créance même. Donc c'est tout pour nous. Et merci beaucoup de votre attention. Je pense que là, on essaiera de prendre voilà, certaines de vos questions si vous avez.
J'ai l'impression que la présentation a duré un tout petit peu plus que prévu, mais voilà, ça a été, j'espère que ça a été intéressant pour tous. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Nevana. Donc, au contraire, donc, on a pu vous suivre dans votre présentation. Et donc, de mon côté, donc, si j'ai bien compris, donc, votre entreprise, donc, vous êtes là, vous vous situez déjà avant la procédure, avant de lancer la procédure de recouvrement en elle-même. Donc, votre prestation, il vient avant même d'entamer la procédure la procédure de recouvrement. Donc c'est des choses que je viens de découvrir euh, donc, euh, dans votre présentation. Mais sinon, donc, avant de passer aux questions, donc questions de nos invités, moi, il y a quelques questions auxquelles j'aimerais bien avoir plus d'éclaircissements. C'est que, donc, vous savez très bien le tissu économique des exportateurs marocains, qui sont les petites et moyennes entreprises. Parce que quand dans votre présentation, on a l'impression de voir des millions d'euros. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entreprises marocaines qui peuvent arriver à cette taille-là. Mais est-ce que la prestation, déjà, première question, est-ce que votre prestation, elle est adaptée aux moyennes et petites entreprises, à savoir les créances, ou alors à partir de quel montant vous jugez, parce que là, vous avez parlé vraiment de sélection de dossiers et tout ça. Donc, ça, c'est la première question. À partir de quel montant de créances pour voir déjà est-ce que nos exportateurs, ils sont déjà éligibles par rapport à votre prestation. Donc ça, c'est la première question. Bon, vous voulez répondre Je prendrai celle-ci. En gros, il n'y a pas forcément de limite basse, je dirais, dans le cadre de notre intervention. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, je dirais, ce qui va définir un certain threshold ou une certaine limite, c'est plus la nature des opérations ou la nature de la créance elle-même. C'est-à-dire que si c'est une créance africaine et qu'il faut aller et financer une procédure d'arbitrage CCI Paris, on sait que c'est extrêmement onéreux, on sait qu'il faut vraiment une créance assez importante, c'est-à-dire de 3 à 4 millions d'euros. Maintenant, si c'est un litige et qu'il faille aller dans des tribunaux locaux, qu'ils soient marocains ou régionaux, voilà, là, je dirais, l'aspect financier ne joue pas forcément, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est où sont les actifs du débiteur, est-ce qu'ils sont localement ou à l'étranger? Là encore, s'ils sont à l'étranger, est-ce qu'ils sont dans des juridictions chères ou assez abordables comme en Europe continentale ou chères comme voilà, l'Angleterre ou les US ou Canada? Donc ça, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Au Maroc, et par souci de, je dirais, puisqu'on est une équipe limitée, on s'est donné comme threshold de travailler sur les créances de 5 millions de dirhams plus. Et voilà, on pense que sur ce niveau, voilà, c'est pas un threshold, je dirais, un threshold, voilà, c'est plus quelque chose qu'on s'est fixé en interne pour regarder je dirais dans un premier temps les créances les plus importantes du client et par la suite s'intéresser aux plus petites. D'accord. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, je pense, s'il y a des questions, je passerai. Bon, j'ai d'autres questions, mais bon, je laisserai l'occasion à nos chers invités présents s'ils ont des questions de les poser directement. C'est bon. Nous avons 4 questions qui sont déjà posées sur le chat. La première est dans le même sens que celle posée par Sikatir. Quel est le coût de vos prestations et la durée moyenne de la procédure engagée par OmniBridge? La deuxième, donnez-nous un exemple de dossier traité pour les comptes d'institutions multilatérales. La troisième, avez-vous coopéré avec la Facilité africaine d'assistance juridique de la Banque africaine de développement? Et la quatrième, quel type d'assistance juridique pouvez-vous apporter dans la gestion des risques souverains et non souverains? Nevena, je te propose, est-ce que je peux prendre les 3 premières, je te laisse le reste? Alors, sur les souverains, ça je peux répondre.
La durée de la procédure, en fait, nous, alors, je vais vous dire ce à quoi je peux répondre et puis je laisse Mehdi faire. Sur la durée de la procédure, en fait, la durée, c'est la durée qu'il faut pour récupérer la créance. On n'a pas de, nous, quand on signe un contrat, on s'engage à aller enfin, comme dans la mesure où nous ne sommes rémunérés que sur ce qu'on peut récupérer, nous allons jusqu'au bout de la procédure jusqu'à ce qu'on récupère ce que nous et le client estimons être suffisant pour terminer le dossier. Après, pour vous donner une durée moyenne, ça dépend contre quel débiteur c'est, ça dépend de la difficulté. Si c'est un État, je sais pas, un État africain, on avait notamment, par exemple, potentiellement des dossiers contre le Gabon. Là, on estimait que c'est un dossier qui allait prendre 3 à 4 ans pour réussir à récupérer quelque chose, sauf si on met suffisamment de pression sur l'État pour transige avant. Lorsque c'est pas un État, lorsque l'adversaire c'est plutôt une société ou une personne physique, que sais-je, la pression, je pense, peut être plus forte et peut-être qu'il paiera plus vite et ça mettra pas 4 ans, ça peut être 2 ans. Ça, je dirais que c'est entre 2 et 4 ans, mais tout dépend vraiment du type de dossier et de la difficulté des juridictions que nous avons en face et du système judiciaire là où on doit agir. Sur les souverains, oui, alors moi j'ai beaucoup travaillé quand j'étais avocate, j'ai beaucoup travaillé sur de l'exécution contre des souverains. Il faut savoir que Est-ce que vous pouvez répéter dans les 2 minutes qui ont passé parce qu'il y avait une coupure de connexion, un problème de connexion? D'accord, pardon. Alors, en fait, là, j'ai expliqué la durée des procédures pour dire que c'était très variable, mais que nous, de toute façon, dans la mesure où dans notre mandat, il est convenu que nous sommes rémunérés que sur ce que l'on récupère, nous allons toujours jusqu'au bout de la procédure. Et ça, c'est une de nos forces, c'est que nous ne lâchons jamais, puisque nous avons tout intérêt comme client de récupérer le maximum de choses possibles, puisque nous sommes rémunérés sur un pourcentage de ce qu'on récupère. Et plus nous allons récupérer, plus le client va récupérer, plus nous allons récupérer aussi. Donc, il n'y a pas de durée prévue dans le contrat, souvent. Par contre, c'est pour vous donner une fourchette d'idée de la durée, ça dépend contre qui on sera, qui est notre adversaire. Si c'est un État, typiquement, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que les États qui ne veulent pas payer, par principe, généralement, ils résistent assez farouchement. Là, une procédure peut durer 3 à 4 ans. Tout dépend de la situation aussi financière de l'État, de plein de choses. Si c'est une personne physique ou une société qui n'est pas un organe étatique, ça peut être 2 ans. Ça dépend vraiment de l'endroit où les procédures d'exécution auront lieu. Parce que l'État où c'est plus ou moins rapide, par exemple, si c'est l'Angleterre, la justice est assez rapide, mais bon, ça coûte très cher. Si c'est des juridictions continentales, généralement, les procédures sont assez lentes, mais coûtent moins cher. Donc, ça dépend qui est. Après, notre objectif est toujours de mettre un maximum de pression sur les débiteurs pour qu'ils transigent les dossiers assez rapidement, puisque c'est dans l'intérêt de toutes les parties, que ce soit pour le client ou pour nous, d'être payés au plus vite et d'arrêter les frais de procédure. Sur le fait de faire face à des débiteurs souverains, donc des États ou des émanations, ce qu'on appelle des États, des banques, par exemple, banques centrales étrangères, ça, nous avons des dossiers contre des banques centrales, par exemple. Nous savons faire, c'est une de nos spécialités d'ailleurs, c'est historiquement la spécialité d'Omni Bridgeway, Pays-Bas. Nous avons beaucoup d'expérience dedans. C'est plus ou moins difficile en fonction des juridictions dans lesquelles nous serons confrontés, mais nous avons eu beaucoup de succès dans beaucoup de dossiers. Le tout est d'identifier les actifs. Ça, je dirais que c'est la chose la plus difficile avec les États, c'est d'identifier suffisamment d'actifs dans suffisamment de juridictions, puisque par définition, si vous y allez contre un État, il faut mettre la pression en y allant dans plusieurs juridictions en même temps. Et après, nous savons déjouer des obstacles que les États vont forcément mettre
en place qui vont être ils vont soulever des immunités en disant que leurs actifs ne sont pas saisissables, etc. Mais nous avons eu beaucoup de succès. C'est difficile, c'est lorsque vous avez affaire à un État qui, en plus d'être un débiteur qui ne veut pas régler, est un État qui est sous le coup de sanctions internationales. Bon, par exemple, typiquement, la Libye, aujourd'hui, en fait partie. Bon, voilà, la Turquie, c'est plus difficile, puisque en plus de problèmes de recouvrement, vous avez aussi des problèmes d'avoir gelé, de sanctions, etc. internationales, mais nous avons aussi eu du succès dans des dossiers où il y avait des avoirs gelés et sous le coup de sanctions. Donc, c'est pas impossible, mais je dirais que c'est encore plus long et compliqué. Mais nous avons aussi eu des succès dedans. Après, les autres questions, Mehdi, je ne sais pas s'il y avait une autre question plus précisément juridique. Je prends et après, si tu vois que tu as réponse à autre chose, tu peux intervenir. Sur la première, en fait, juste je finis. Donc, tu avais répondu sur la durée. Et je remercie la personne qui a posé ces questions, c'est Hamidou, que j'ai connu dans une ancienne vie. Donc, grand bonjour à vous. Sur la partie coût, donc lorsqu'on nous donne une créance pour donc, travailler dessus, on a notre due diligence initiale. Donc tout ce qui est déboursé lors de la due diligence initiale n'est jamais remboursé par le client. Donc c'est pour nous et pour qu'on se fasse une idée, je dirais détaillée de la créance. Donc une fois qu'on commence à travailler sur cette créance, une fois qu'on est mandaté, donc on finance, donc on a plusieurs, ce qu'on appelle notre investissement. Et donc, une fois qu'il y a récupération, on récupère en priorité cet investissement-là, plus un pourcentage qui est un pourcentage, grosso modo, des récupérations. Et ce pourcentage est très dépendant, et je dirais très volatile. Il dépend de la complexité de la créance, il dépend de la taille de la créance, et il dépend de plusieurs facteurs qui sont, par exemple, en quelle juridiction on va aller, est-ce qu'elles sont chères ou pas, etc. Mais si je peux donner je dirais une tranche, ça serait de 15 à 40 ou 45%. Ça, c'est ce que j'ai vu d'expérience. Je sais que c'est une tranche assez large, mais ça va m'être complètement impossible, je dirais, de donner quelque chose d'exact. C'est tellement différent d'un dossier à l'autre. Des exemples de dossiers traités pour les conventions multilatérales. Je n'ai pas en tête des dossiers qu'on a fait directement pour les nations multilatérales, puisque de par leur nature, ils ont d'autres moyens pour mettre la pression sur leurs clients. Mais ce que je peux vous dire, c'est on a deux partenariats très importants avec des institutions multilatérales, que ce soit avec le ITFC, c'est la Trade Finance branche de la Banque islamique de développement, où ils nous transmettent tous leurs dossiers, je dirais toutes leurs créances complexes qu'ils n'arrivent pas à récupérer. Et le second, qui est d'autant plus important, est le partenariat qui a été mis en place en 2018 avec la SFI pour la région MENA, où d'ailleurs le Maroc est un pays prioritaire et c'est ce pourquoi justement on est extrêmement actif dans le pays en ce moment même, où nous avons mis en place un fonds d'investissement d'1 milliard de dirhams pour justement aider, 1 milliard de dirhams, c'est 100 millions de dollars et le fonds est basé aux Pays-Bas, pour aider les banques et les institutions financières de la région MENA, MENA au sens américain du terme, hein, c'est-à-dire on a aussi tous les pays africains qu'on peut rajouter dans le programme. Donc aider les banques et les institutions financières dans ces pays-là à régler le problème des créances en souffrance, qui est un sujet d'actualité, un sujet extrêmement important aujourd'hui. Avez-vous coopéré? Non, nous avons jamais échangé avec la BADS. Sur la question, je dirais 5. Ça, je dirais, c'est plus notre méthodologie de travail. Nous, ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas peur de financer des procédures juridiques, des procédures judiciaires dans des pays où les systèmes juridiques, je dirais, ne sont pas forcément optimaux ou ne fonctionnent pas de manière optimale. J'ai moi-même des dossiers où on a des procédures judiciaires qui sont en cours de financement dans des pays africains tels que le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est quand même quand même un système judiciaire assez qui tient la route un peu plus que je dirais d'autres pays. Mais nous, ce qu'on cherche à faire dans le cadre de résolution de créances,
c'est essayer de sortir, je dirais, une créance qui paraît ou qui est 100% locale de sa juridiction naturelle vers une juridiction qu'on appelle AMI. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux créanciers qui se bagarrent, qui ont un litige voilà, au Maroc ou en Côte d'Ivoire, et on a un jugement ivoirien ou marocain, mais on sait que le débiteur a des flux financiers ou des actifs à l'étranger, que ce soit en Espagne ou en France, et c'est sur ces actifs-là qu'on ira voilà, essayer de bloquer et mettre la pression pour permettre une résolution rapide. C'est l'objectif au final. Et je pense que plus de 8 dossiers sur 10 qu'on a résolus dans le passé ont été réalisés et résolus dans le cadre d'accords à l'amiable. Et bien sûr, accord à l'amiable, après blocage et après grosse pression mise par nos soins localement et à l'international. J'invite nos participants, si vous avez des questions à poser directement, merci de lever la main donc pour vous activer le micro. Alors, c'est Mehdi. Alors, moi, en attendant, donc j'ai une question. J'ai une question. C'est par rapport à. Vous avez évoqué un point très important, et ça a été dans votre présentation, qu'au moment de financement, donc là, parce que là, moi, je reviens surtout par rapport à ce mot-là. C'est le mot clé, parce que nous, tout ce qui va aider l'entreprise, la petite moyenne entreprise, à soulager un petit peu la trésorerie, à apporter un soutien, c'est bienvenu. Et donc, je me mets dans je me mets d'ailleurs, on est tous des exportateurs, donc on se met toujours dans la peau des autres. Alors, par rapport au financement de l'activité, vous avez soulevé un point, c'est qu'il y a le financement de l'activité de l'entreprise en attendant d'être remboursé. Donc, vous pouvez expliquer si vous voulez, parce qu'on avait parlé de deux points qui sont clés de votre présentation. C'est le financement du litige et la monétisation par le biais de laquelle vous pouvez avancer jusqu'à 20%, si je me rappelle très bien, par rapport à 20% de la créance. Et ça peut être un soulagement de la trésorerie de l'entreprise en attendant de gagner le procès. Donc, ça va être comme une solution pour la sauver de la faillite, déclaration de faillite, une fois, par exemple, si la créance est importante. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, juste ces deux points-là, parce que je pense qu'il y a certaines entreprises qui qui aimeraient bien mieux comprendre ces deux outils-là, surtout par rapport à la monétisation et l'appui, et comment ce financement, comment il est fait, une avance. Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est sous forme d'un virement? Concrètement, comment ça se passe? Voilà. Très bien, mais merci pour la question. Comme vous avez dit, donc il y a deux aspects du financement. C'est Blahsen, si vous pouvez. Ah, merci beaucoup. Sur l'aspect, donc je dirais le premier aspect financement, que ce soit de litige ou de mise en exécution. Donc ça, ce n'est pas forcément de l'argent qui va chez le client, chez le créancier. Ça, c'est essentiellement, je dirais, des frais qu'il n'aura pas à payer dans le futur. Bon, ça viendra dans une mesure soulager, je dirais, la trésorerie d'un créancier, mais c'est pas forcément ce qui va, c'est pas le game changer qui va, je dirais, lui permettre de monétiser ou de gagner de l'argent sur une créance qu'il voit étant totalement irrécouvrable. Donc, alors que la deuxième partie, ce qu'on appelle monétisation, ça, c'est vraiment le cas où on va avoir un client avec une créance qui nous paraît toujours par définition complexe. On vient jamais nous voir lorsque il faut récupérer une créance à l'amiable, juste prendre le téléphone, etc. Ça, c'est des choses qu'on sait pas faire. Nous, ce qu'on fait, c'est par nature un peu compliqué, où il y a un gros travail de recherche et d'identification d'actifs, plus un travail judiciaire qui doit être mené. Long ou pas d'ailleurs. Mais comme Nevena a dit, a commenté sur les durées moyennes des procédures, on a
on a certaines fois affaire à des clients qui sont vraiment ou qui ont une trésorerie extrêmement tight et qui ont confiance en nous, qui veulent qu'on travaille sur cette créance, mais qui se disent aujourd'hui, on a un programme d'investissement, aujourd'hui j'ai un fonds de roulement à financer et voilà, je suis vraiment un peu bloqué avec les banques, qu'elles soient locales ou régionales, et j'ai vraiment envie d'avoir un petit coup de pouce. Et du coup, si vous, Omni Bridgeway, vous savez ou vous pensez que cette créance est potentiellement récupérable, ben, est-ce que vous pouvez me faire une petite avance sur les récupérations futures? Donc ça, c'est une sorte d'avance qui est inclus dans le cadre du mandat Omni Bridgeway, ce qu'on appelle le Funding and Recovery Agreement. Donc euh, c'est c'est euh, c'est une sorte voilà, de convention de prestation de service où on est mandaté à représenter le client auprès des avocats et à démarrer toutes les procédures judiciaires qu'il faut pour lui récupérer son dû. Mais à côté de ça, on rajoute un aspect avance sur la récupération future. Ce qui est bien, c'est que d'un point de vue réglementaire, comme c'est un contrat de prestation de service avec avance, c'est possible dans tous les pays du monde. Et comment c'est fait? Bah, quand c'est signé, je pense que dans le contrat, on mentionne que dans les 10 jours suivant la signature, on procède à un virement qui part chez le client. Et c'est encore une fois non-recourse, c'est-à-dire que si jamais on travaille sur la créance et qu'on n'arrive jamais à récupérer cet argent, c'est pas pour ça qu'on va se retourner contre notre créancier et demander remboursement. Donc ça, c'est pour lui, c'est totalement non-recourse. Et une fois qu'il y a récupération, ben, on récupère l'investissement initial, c'est-à-dire donc tous les frais et avances qui ont été faites aux avocats et pour les procédures judiciaires, plus cette avance qui a été faite au départ, plus voilà le pourcentage dont j'ai parlé auparavant. Donc pour les corporates, voilà, c'est plus ce modèle. Pour les institutions financières, voilà, ce qu'on a, c'est plus, on peut être amené à suivre ce modèle, mais avec les institutions financières, je dirais, une outright acquisition. C'est voilà, une cession de créance pure et simple. Sur le pourcentage que vous avez donné, voilà, là encore, euh, j'ai vu des dossiers qui ont été faits avec une petite avance de 5%. J'ai vu des dossiers qui ont été faits avec des avances de 20. J'ai vu des dossiers qui ont été faits avec des avances d'un petit peu plus, qui étaient très intéressants. Vraiment, là aussi, tout dépend de la taille du dossier, de la complexité et des frais potentiels qu'il y aura engendrés par la suite pour les procédures. Merci beaucoup, Mehdi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il y a un autre point. Vous avez parlé que certaines créances, il faut pas qu'elles soient anciennes. Donc, à partir de quelle année? C'est-à-dire, la créance ancienne, pour vous, c'est combien d'années? Parce que, comme vous l'avez bien dit, on fait recours à vous une fois qu'on a vraiment suivi toutes les procédures de recours à l'amiable, des investigations. Donc, pour vous, une créance ancienne, c'est à partir de quelle année? Merci. En fait, il y a pas, ça dépend c'est une question très compliquée à cet endroit parce que il n'y a pas vraiment de réponse. Ça dépend de la nature de la créance. Ça dépend si elle a été fixée dans une sentence arbitrale ou par exemple dans un jugement marocain ou dans un jugement français ou que sais-je. Donc tout dépend. Et puis ensuite, ça dépend aussi, même si je sais pas, même si vous avez un jugement marocain de 2006. Ça peut paraître lointain, mais en réalité, si vous avez essayé de l'exécuter depuis, vous avez essayé de faire des choses au Maroc ou ailleurs, pour exécuter avec des huissiers ou autres, et que ça a pu reporter le délai de prescription du jugement. En fait, nous ce qui importe, c'est que la créance ne soit pas prescrite. Et si elle n'est pas prescrite, eh bien, à partir de là, on peut l'exécuter. Bon, parfois, une partie des intérêts peuvent être prescrits, ça aussi, on va vérifier. Mais je sais qu'on avait beaucoup réfléchi avec Mehdi sur la question du prescription du jugement marocain, mais après, encore une fois, là, ça dépendra où est-ce que vous allez l'exécuter. Parce qu'il y a des pays dans lesquels on va vous dire, bah, vous pouvez l'exécuter pendant 30 ans, donc là, il n'y aura pas de problème.
Et puis, il y a des pays, on va vous dire, en fait, vous pouvez l'exécuter que pendant 5 ans, pendant 10 ans. Donc, en fait, tout dépend. Mais c'est vrai que globalement, plus votre créance est, il y a un certain nombre de pays dans lesquels le délai de prescription pour exécuter est 5 ans. Donc, je dirais, la prudence voudrait que vous attendez 4 ans, pas plus de 4 ans, pour vous mettre en contact avec nous, puisque au-delà, après, on peut encourir certains risques de prescription. Mais je dirais, voilà, c'est ça la limite. Après, tout dépend, parce que si elle est ancienne, mais que vous avez essayé de faire des choses pour la recourir, c'est pas grave, parce que du coup, le délai a été interrompu, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il y a une question chez Monsieur Mzri. Ça- Bonjour, Bonjour. Bonjour. vous m'entendez? Oui. Oui, oui, Ah, très bien. Merci beaucoup. Abd Jabbar Mezri, je suis directeur industriel de Faco Peinture et aussi export. Je représente l'Afrique. J'ai une question simple. Aujourd'hui, toutes les créances des clients que j'ai aujourd'hui en Afrique, je passe par des assurances que vous connaissez. Hein. Bon, il y a Hermès, la Coface et puis quelques-uns. Bon, l'avantage, c'est que sur les créances douteuses, on a 90% qui est remboursé, ce qu'on appelle l'acquis, et les 10% après voilà, recouvrement. Maintenant, juste une question. Quelle est votre position par rapport à ça? Donc, comment vous vous positionnez en fait? C'est juste la question. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, je prends après, tu continues. Euh, Merci beaucoup, Simzlé, pour cette question, très, très pertinente également. Donc, sur l'aspect, je dirais, des assurances au Trade Finance Insurance, c'est justement voilà, un des partenariats que j'ai mentionné auparavant avec ITFC. Donc, on travaille aussi avec les autres sociétés qui font de l'assurance crédit. Et donc, vos créances, généralement, lorsqu'elles sont subrogées à ces sociétés-là, on travaille dessus par ce biais-là. Lorsque ces sociétés d'assurance trouvent qu'elles sont difficilement récupérables, parce que, voilà, comme les banques, ils sont tellement, je dirais, submergés de dossiers que le focus est que une fois qu'ils sont, je dirais pas convaincus, mais une fois qu'ils font le nécessaire sur les procédures judiciaires initiales et classiques, ils ont tendance à oublier, surtout qu'ils ont plusieurs dossiers qui rentrent voilà, toutes les années ou tous les mois. Et donc, on récupère ce type de créance de l'autre côté, je dirais. Et notre positionnement est clair. Tant qu'on peut aider sur les créances complexes, tant mieux, je dirais, parce que si elle est simple, nous on aimerait bien que ce soit l'assurance et le client qui récupèrent directement. Ça c'est pas pour nous, je dirais. Nous on s'intéresse plus aux créances qui sont vraiment voilà, complexes ou aux créances qui sont potentiellement, je dirais, réalisables, mais où le client veut faire jouer, je dirais, l'aspect monétisation pour récupérer un peu d'argent dessus. Euh, ouais, ce que je voulais, c'est ce que je voulais répondre. Après, bon, c'est les assurances crédit, ce qu'on a vu, c'est qu'ils prennent pas généralement tous les dossiers. Bon, ils sont un peu regardants. Et aussi, quand il y a une relation déjà établie entre fournisseur et client, on a tendance à oublier un peu l'assurance crédit, qui est pas forcément une bonne chose. Mais voilà, c'est-à-dire quand c'est disponible, c'est pas assuré et qu'on peut intervenir dessus et que c'est complexe, on le fait. Sinon, quand ça passe via l'assurance, de toute façon, quand c'est complexe, ça va un jour ou l'autre atterrir chez nous. On a d'ailleurs de bonnes relations avec ceux qui sont au Maroc, mais avec les Européens aussi, avec qui on travaille pas mal. Nevena, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, en fait, c'est vrai que de toute façon, c'est soit vous êtes assuré, vous êtes indemnisé par l'assureur, bon, soit vous l'êtes pas, et là, vous essayez de faire ce que vous pouvez, et puis si vous n'y arrivez pas, vous allez vous devoir vous lancer dans une procédure judiciaire, et là, vous pouvez venir nous voir.
Après, sauf si votre police d'assurance prévoit que l'assureur pour vous indemniser pour certaines choses et pas pour d'autres, et auquel cas, bon, mais il faudrait que ce soit une créance très importante et très complexe pour que ça puisse, pour qu'on puisse avoir une valeur ajoutée en plus de l'assureur, je pense. Donc voilà. Dans, dans les litiges transfrontaliers, ce qu'on voit généralement, c'est que c'est pas forcément je dirais, de l'exportation ou de l'importation de produits, c'est aussi de la prestation de services. Et voilà, et sur ce type de service, il n'y a pas forcément d'assurance et c'est généralement, je dirais, high value plus arbitrage. Et ça pousse généralement voilà, les entreprises à se rendre compte rapidement des sommes importantes qui vont être en jeu. Et du coup, voilà, c'est ce qui les pousse, je dirais, à venir nous présenter leurs créances ou leurs litiges. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous êtes vraiment fort? Vous vous focalisez sur des secteurs, sur des zones géographiques. Quelles sont vos forces en matière de secteur ou en matière de zones géographiques? Parce que j'ai vu l'étendue de la carte. Vous êtes très présent en Asie, en Europe, en Amérique, bon, en Afrique, bon, peut-être pas, peut-être vous êtes encore en cours de développement, mais quelles sont les zones sur lesquelles vraiment vous êtes fort et est-ce qu'il y a des secteurs où vraiment vous avez vous avez beaucoup plus de performance que d'autres? On regarde pas forcément le secteur, hein, Elena. Je sais pas, quand on reçoit une créance, on s'intéresse absolument, même quand c'est discuté en comité ou en groupe, on regarde jamais, on pose jamais la question de dans quel secteur opère un débiteur ou un créancier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus vraiment quel est le quantum, quelle est la somme du litige, où est-ce qu'on va aller, quel est le statut juridique ou judiciaire voilà, des procédures, est-ce qu'elles sont en cours ou pas, et qui est le débiteur et où est-ce qu'on peut récupérer l'argent. Après, voilà, que ce soit par la nature, je dirais des pays, il y a des secteurs qu'on voit beaucoup plus que d'autres. Par exemple, voilà, en Afrique, on voit pas mal d'infrastructures. Je sais en Irak, on a beaucoup travaillé sur du oil and gas. On a beaucoup travaillé ouais, voilà, aussi euh, sur du dépannage en mer. Je sais qu'en Asie, c'est plus, bon, on commence à avoir pas mal de dossiers technologiques. Aux US, bon, c'est aussi des litiges commerciaux, mais aussi des litiges IP. C'est vraiment très divers et je ne saurais pas répondre parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on regarde. Oui, non, nous, on regarde vraiment. C'est vrai qu'historiquement, sur l'Afrique, moi, je vois qu'il y a beaucoup de contentieux de construction. Enfin, ça, c'est assez. Voilà, ou de l'import, enfin, effectivement, de l'import de matières premières pour export. Mais après, nous, on regarde pas ça parce que nous, ce qu'on regarde avant tout, c'est. Bon, aussi, on fait des due diligence poussés sur le client et voilà, sur le client et sur l'adversaire. Donc, c'est plutôt ça, ce genre de choses qu'on regarde, la prescription, le montant de la créance, où est-ce qu'il y a des actifs, et voilà. Mais bon, est-ce qu'il y a des problèmes de corruption potentiels qu'on peut nous opposer? Ça, c'est du côté du client, par exemple, parce que ça arrive assez souvent par exemple, dans les contrats de construction, quand votre mandate, enfin, celui qui vous a donné le contrat est un État. Bon, ça arrive souvent ce genre d'allégations. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on regarde, mais c'est pas le secteur. Ça nous importe pas vraiment. Et là, on est fort. C'est vrai que pour de l'exécution, on a fait beaucoup d'exécutions contre des entités africaines, que ce soit des États ou des individus. Parce que, par exemple, tout simplement, historiquement, que ce soit des États africains ou des individus venant d'Afrique, ont beaucoup d'actifs souvent en Europe, tout simplement. Donc, il y a et donc, historiquement, on a fait beaucoup de recouvrements en Europe pour des créances africaines, par exemple.
Euh, Après, on a eu beaucoup de dossiers contre l'Irak, qu'on en a encore toujours en cours. Mais pareil, qu'on a toujours résolu en faisant des saisies, essentiellement en Europe, aussi au Canada, aux États-Unis. Et, euh, et après, sur l'Amérique latine, je dirais qu'on a moins de choses, mais c'est essentiellement l'Afrique, ouais, le Moyen-Orient, beaucoup de dossiers aussi. Et, euh, et maintenant que nous avons fusionné avec cette société australienne qui était, elle, très implantée en Angleterre, aux États-Unis, on a beaucoup de dossiers aux États-Unis où on a des. Mais bon, tout dépend. Historiquement, je dirais que on est surtout été présent pour des contentieux, enfin pour de l'exécution en Europe. Après, pour les fonds des dossiers, ça a pas trop d'importance pour le financement des litiges, mais historiquement, ça a été beaucoup des arbitrages, donc bon, qui par essence, c'est des procédures internationales, puisque ce sont souvent dans les gros contrats, enfin dans les contrats de construction et autres, entre deux entités qui ne sont pas de la même nationalité, vous allez avoir une clause d'arbitrage et tout simplement là, on peut financer la procédure d'arbitrage puisque la créance, nous estimons qu'elle a un intérêt et qu'elle a des chances de succès. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a Très d'autres bien. Alors, questions. est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Je tiens à souligner que le cabinet Omni Bridgeway est représenté ici au Maroc par le cabinet JB Finance, donc avec lequel on a organisé ce webinaire. Donc, sont responsables et à votre disposition. Donc, s'il y a des questions à poser ultérieurement, s'il y a des sollicitations donc, par rapport à vos dossiers et tout ça. Donc, il est basé à Casablanca, donc il peut vous accompagner dans vos process. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, il y a juste une petite remarque. J'ai vu dans votre présentation que vous agissez en tant qu'en fonds d'investissement. Donc, c'est une question qu'on pourra peut-être explorer dans le cadre de notre commission, parce qu'on cherche toutes les solutions de financement au profit des entreprises marocaines. Alors, peut-être ça sera sujet d'une autre discussion plus profonde, donc en termes de financement pur, parce que là, ça m'a interpellé en tant qu'enfin fonds d'investissement, et il se peut qu'il y ait des exportateurs qui ont des projets, ou si ça rentre dans le cadre votre fonds d'investissement. Voilà, moi, c'est à part cette question-là, donc, voilà plutôt une remarque, si on peut explorer cette piste de collaboration. Donc, on est ouvert. Oui, en fait, on se définit comme un fonds d'investissement puisque nous investissons effectivement des fonds, mais sur des litiges essentiellement, sur des créances litigieuses. Alors que d'autres fonds d'investissement vont prendre des participations dans votre société, par exemple. On va acheter des actions. Nous allons acheter, en gros, vos litiges, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des discussions, même chez nous, en interne, sur éventuellement plus tard. Euh, c'est pas le stade à ce jour, hein, mais je pense qu'à terme, il sera envisagé aussi de représenter des clients, par exemple, qui sont en défense dans un dossier. Donc nous, on représente par définition que des demandeurs, puisque c'est les demandeurs qui ont des créances à récupérer. Mais à terme, peut-être qu'on pourrait envisager de financer aussi des défendeurs en contrepartie d'une prise de participation dans une partie de leur activité. Mais à ce stade, ça n'a jamais été fait, hein. Je sais que ça, c'est des projections de notre board sur les prochaines années, mais c'est pas. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas un fonds d'investissement classique qui peut faire des levées de fonds et d'acheter des participations, mais peut-être peut-être qu'à terme, nous le saurons. Mais enfin, je ne sais pas, Mehdi, si tu as d'autres informations dessus. Non, 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 nous sommes, je dirais, on se dit fonds d'investissement parce qu'on est organisé comme un fonds d'investissement, c'est-à-dire qu'on a notre société de gestion qui nous emploie, nous, qui est cotée en Australie, et on a, je pense aujourd'hui, 6 ou 7 fonds pour lesquels on a levé de l'argent auprès d'institutionnels internationaux, qu'on utilise justement pour financer, d'abord pour facturer nos frais de gestion,
payer les salaires, etc. Et financer toute la partie, la procédure judiciaire, tout notre travail en gros qu'on fait avec les clients. Donc c'est l'objectif, je dirais, unique et de faire ce qu'on fait maintenant, ce qui a été présenté, et pas d'agir comme un fonds private equity. Ok. D'accord, c'est bien clair. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est Hassan. Non, il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. Et donc, est-ce qu'il faut partager, on peut partager cette présentation avec les différents membres qui sont présents. Pour partager cette présentation, parce il y a déjà une personne qui a demandé s'il peut avoir l'enregistrement de ce webinaire plus tard. On va voir au niveau logistique. Mais sinon, déjà la présentation, on le mettra. Et donc, j'espère que les entreprises, les exportateurs ou les entreprises marocaines pourront bénéficier de ces prestations parce que c'est vrai, moi personnellement, je pars de connaissance de cause. Donc, entamer un dossier avec une créance à l'étranger, donc ça peut prendre beaucoup de temps et ça prend effectivement des coûts. Donc, il faut vraiment supporter pour une année, 2 ans, le temps d'avoir des résultats. Donc, si pour une PME, c'est une solution pour pouvoir entamer la procédure avec beaucoup plus d'aisance en matière de fonds de roulement ou en termes d'accompagnement, je pense que c'est une des solutions. Et j'espère que cette présentation a été bénéfique pour tous les membres. Donc, je vous remercie tous. Je vous remercie Nevana, Mehdi, et je remercie Sibel Hassan, bien sûr, toujours pour l'organisation et derrière, et je remercie tous les présents et on se dit, on se donne rendez-vous au prochain webinaire et bon voilà, et on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, merci Mehdi, merci Nivena pour votre mobilisation, pour les explications que vous avez bien voulu donner aux différentes questions. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une autre action dans le sens d'accompagner, bien entendu, les exportateurs. Merci à vous, merci de nous avoir reçus et puis on espère avoir pu apporter certaines idées et solutions à vos membres. Merci. Merci beaucoup.